Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur la séance du congrès d'hier, mais aussi sur les questions liées à l'avenir institutionnel avec votre invité. Notre invité du matin, c'est Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation au lendemain, effectivement, d'une séance du Congrès qui a vu l'adoption d'une délibération relative à l'enseignement du code de la route dans les collèges. L'objectif, si on l'a bien compris, vous êtes à l'initiative de ce texte, c'est d'essayer de diminuer l'insécurité, la mortalité routière sur nos routes avec l'enseignement du code le plus tôt possible. Oui, absolument. Vous savez qu'on a un bilan totalement abominable en la matière. Nous avons, il y a 2 jours encore, eu notre 35e victime sur nos routes depuis le début de l'année. C'est catastrophique. Ce sont beaucoup de familles endeuillées. C'est quelque chose d'un point de vue humain, social et aussi financier, d'ailleurs, qui est dramatique pour la Nouvelle-Calédonie. Nous ne pouvons pas ne rien faire, et d'où l'objet de cette proposition qui va dans le sens d'une sensibilisation et de miser sur les nouvelles générations, les plus jeunes aujourd'hui, pour devenir les conducteurs responsables de demain et dans 5 ou 10 ans ne plus se trouver dans cette situation. Alors, c'est une proposition que vous aviez faite il y a plusieurs mois. Elle a été adoptée à l'unanimité quand même hier après de longs débats. Quelles sont les dispositions précises? Il y a eu des adaptations du texte, il a été amendé un peu. Dans quelles conditions ça va être fait cet enseignement du code? Écoutez, ça sera donc un enseignement obligatoire, mais gratuit. Et donc pour les familles, c'est un frein financier en moins. Pour les élèves, de manière expérimentale, en 2024, de 3e et de seconde. Nous testons 2 niveaux. Moi, j'étais partie sur la classe de 3e au départ, mais certains de mes collègues ont proposé la seconde aussi pour tester le meilleur niveau. Ça sera fait sur 1000 des 4000 élèves d'une classe d'âge, donc un quart. Nous allons tester, et c'est bien de tester. Vous savez, quand on lance une disposition, on n'est jamais persuadé qu'il y aura des effets. Aujourd'hui, seulement 30% de nos jeunes réussissent le code de la route. C'est un frein pour obtenir le permis de conduire. Et donc, beaucoup roulent sans permis. Je rappelle aux auditeurs que 44% des auteurs d'accidents mortels roulent sans permis de conduire, avaient été sans permis de conduire lorsqu'ils ont causé l'accident. Donc, c'est vraiment un des 4 facteurs principaux des accidents avec l'alcool, la violence, l'alcool, la vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité. Mais alors, donc, ça a fait débat dans l'hémicycle du Congrès, et notamment parmi les arguments, il y a la question du coût pour la collectivité de cette mesure. Alors, combien ça coûte l'enseignement obligatoire du code de la route dans les collèges, et comment est-ce que ça va être financé? Oui, je crois que peut-être il faudra acheter une calculatrice pour certains de nos collègues, mais c'est peut-être quelques années déjà qu'on aurait dû avoir la calculatrice. En fait, un mort sur les routes, et c'est pas moi qui le dis, c'est notre service de la Nouvelle-Calédonie, la DI3T, coûte à la société 300 millions de francs. 300 millions de francs. Je vous laisse faire le calcul de 35 morts depuis le début de l'année, parce que au-delà des drames humains que cela constitue, c'est très important pour la société. Eh bien, notre disposition, elle sera entre 15 et 20 millions en phase expérimentale l'année prochaine, pour effectivement mettre en place cet enseignement gratuit et obligatoire du code de la route pour nos jeunes. Ça veut dire que, évidemment, ça n'est pas comparable, et nous avons tout intérêt à investir en la matière pour diminuer l'accidentologie. Donc non, le coût est totalement contenu. Et c'est quelque chose dont nous espérons qu'il portera beaucoup de fruits. Tous les experts s'accordent à dire que c'est ce qu'il faut faire. À quelle échéance est-ce que vous pensez commencer à en bénéficier, enfin que la Calédonie commencera à bénéficier de cette mesure? Février 2024, les 2 membres du gouvernement, qu'il s'agisse de Isabelle Chamorro et Gilbert Thuyennon, vont s'emparer aussi de ce sujet, puisque un groupe de travail va être mis en place avec les chefs d'établissement, avec les auto-écoles, avec l'ensemble des acteurs concernés, pour qu'à la rentrée prochaine, au minimum un collège et un lycée par province se lancent dans cette expérimentation, et pour borner effectivement le caractère budgétaire dans le contexte dans lequel nous sommes, un maximum de 1000 élèves, ce qui représente moins de 20 millions. Alors, autre actualité, les élections sénatoriales, c'est dans un peu moins d'un mois d'ailleurs, le 24 septembre. Calédonie Ensemble a annoncé cette semaine la candidature de Gérard Poadja pour un nouveau mandat, après les candidatures de Pierre Frogier, de Sonia Beckès et de Georges Laturel. Gérard Poadja qui présente sa candidature en déclarant, on l'a souvent entendu, il est pour une Calédonie une et indivisible, et son collègue Pierre Frogier est pour la partition. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'argument? Qu'est-ce que vous y répondez? Je pense qu'un mensonge répété 1000 fois ne fera jamais une vérité, jamais. Et vous savez, d'ailleurs, on s'interroge avec Alcide Ponga de porter plainte pour diffamation contre Calédonie Ensemble, qui depuis des mois et des années répète sa petite musique en permanence sur Pierre Frogier et pour la partition. Il ne l'a jamais dit, le rassemblement n'a jamais été pour la partition. Je veux bien le dire très clairement aux auditeurs et à l'ensemble des Calédoniens. Donc c'est un mensonge, mais bon, on est
est assez habitué à la politique du mensonge avec Philippe Gomès depuis des années. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Ce que je veux dire, c'est que Pierre Frogier a défendu un principe de différenciation provinciale. Qui d'ailleurs qu'est-ce que c'est exactement pourquoi est-ce qu'il y a cette appellation, ce reproche de partition qui est fait à cette proposition? Par pur opportunisme politicien. Calédonie Ensemble fait Mais en juste de la quelques mots, la communication sur le provincialisation. mensonge. Donc, alors, la différenciation provinciale, c'est le fait de revenir à ce qui s'est passé en 88. En 88, les 3 provinces avaient un maximum de compétences. Aujourd'hui, on le voit bien, beaucoup sont remontés vers la Nouvelle-Calédonie, ce qui pose des problèmes. Vous savez, moi, je suis élue de la province Sud. Je n'ai pas envie d'avoir en province Sud le modèle, par exemple, en matière de santé. Et on vient cette semaine au Congrès d'auditionner le CHN qui est au bord de la faillite et qui va fermer un certain nombre de ses services. Je n'ai pas envie d'avoir la politique de santé de la province Nord. Je n'ai pas non plus envie d'avoir la politique économique de la province Nord. Voilà. Donc, et je n'ai pas envie que le modèle nickel, par exemple, soit le même. On peut avoir des modèles différents. Et je dis ça sans aucune velléité quelconque. Ça veut dire quoi? Pierre Frogier, il propose de revenir à ce qui était prévu en 88 et qui donnait une large liberté à chacune des provinces pour mener leur propre politique, et ce qui avait été quand même source aussi de paix. Voilà. C'est très mauvais le modèle unique en Calédonie. Qu'il y ait un seul modèle unique pour les 3 provinces. Mais la partition, ça veut dire une séparation avec la France. Mais il n'est pas question de cela. Les 3 provinces sont au sein de la République française parce que par 3 fois, les Calédoniens en ont décidé ainsi. Voilà. Donc les 3 provinces, elles sont françaises et elles le resteront. Et la partition, c'est que l'une d'entre elles se sépare de la France. Eh bien, il n'en est pas question. Ça n'est pas possible et ça n'est pas prévu par notre processus. Donc vous voyez, c'est un énorme mensonge, une grosse ficelle. Mais bon, manifestement, parfois, plus la ficelle est grosse et plus on y croit. Les indépendantistes ont présenté des candidats au sénatorial, à votre avis, parce que c'est encore l'une des inconnues qu'il y a dans le paysage? Écoutez, moi je le pense. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une opposition frontale en permanence. Vous voyez bien la difficulté sur le sujet du code de la route, alors que ça aurait dû être une mesure qui fasse très largement consensus, parce qu'il y va de l'intérêt général des hommes et des femmes en Nouvelle-Calédonie, de nos populations. Donc il y a une opposition frontale parce qu'on est dans un contexte institutionnel très, très difficile. Moi, je pense qu'ils auront effectivement des candidatures. Et j'alerte sur les candidatures au sénatorial. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, autant sur les législatives et sur les précédentes élections sénatoriales, nous n'étions pas en risque indépendantiste. Aujourd'hui, nous le sommes. Nous le sommes parce que les indépendantistes ont progressé sur les communes. Et vous savez que les grands électeurs sont des électeurs principalement conseillers municipaux. Et ils ont progressé sur les communes. Lifou est passé à 29 grands électeurs au lieu de 15 parce que leur population a augmenté. Certaines communes sont passées indépendantistes, je pense par exemple à Poya. Donc, nous sommes aujourd'hui sur un très large nombre de grands électeurs qui atteint presque 250. Alors que la majorité absolue aux élections sénatoriales est à 270, mais qu'en fait, tout le monde ne vote pas. Et comme tout le monde ne vote pas, la dernière fois, Pierre Frogier a été élu au premier tour avec 255 voix. Ça veut dire que dès le premier tour de l'élection sénatoriale, il y a un risque indépendantiste. Et moi, je dis à l'ensemble des grands électeurs que les Calédoniens n'ont pas voté 3 fois non à l'indépendance. Pour que nous ayons au Sénat, au Parlement de la République, un indépendantiste, ça ne serait pas ce que les Calédoniens ont souhaité. Et donc moi, j'attire tous les grands électeurs non indépendantistes à tenter de se réunir là sur l'essentiel de cette situation que l'on a vis-à-vis des élections sénatoriales et à porter leur choix vers les candidats investis par leurs 2 grandes familles politiques nationales, qu'il s'agisse de Sonia Backès pour le groupe Renaissance, qui est celui du président de la République, et de Pierre Frogier pour le Rassemblement et donc les Républicains au niveau national, qui constituent ces 2 groupes une majorité, pas Renaissance tout seul, et évidemment pas les Républicains, mais à 2, ils constituent une majorité qui peut effectivement faire passer les réformes dont nous avons besoin. Les sénatoriales, c'est dans un mois auparavant, il y a les discussions à Paris du 4 au 9 septembre. Le Rassemblement et les loyalistes ont écrit à Elisabeth Borne. Vous lui dites un peu votre impatience, vous estimez que les choses ont trop traîné? Écoutez, nous en sommes à la 6e séquence de travail en une année avec le gouvernement national. Donc aujourd'hui, nous avons été très patients, nous avons été très productifs, nous avons fait des propositions. Alors, je voudrais le dire de manière très unie avec les loyalistes. Le Rassemblement et les loyalistes travaillent ensemble sur ces discussions d'avenir et c'est ensemble d'ailleurs que nous avons écrit cette lettre à la Première ministre. Nous avons été très patients, nous avons fait ces propositions, nous ne voulons plus de bilatéral. Nous ne sommes plus au temps des bilatérales. Nous sommes désormais passés au temps maintenant des trilatérales. Parce que chacun des partenaires de l'accord avait signé l'accord qui conduisait au fait qu'à l'issue des 3 référendums, on se retrouvait aussi autour de la table. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, il est grand temps de dresser des perspectives pour les Calédoniens, que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait et a répondu à toutes les demandes, encore une fois, des indépendantistes.
que le président de la République sur la place des Cocotiers, et avec l'ensemble des responsables politiques lorsqu'il nous a reçus, a été d'une plus grande clarté dans son discours et a affirmé qu'avant début février, ou plus tard février 2024, enfin en tout cas début d'année 2024, il y aurait une réforme constitutionnelle, notamment pour dégeler le corps électoral, ce qui est une nécessité absolue. Et bien maintenant, nous demandons donc à la Première ministre calendrier d'adoption de la réforme constitutionnelle. Qui aura-t-il dans cette réforme constitutionnelle? Qu'est-ce qui va être soumis aux parlementaires? Et donc nous demandons maintenant des véritables avancées, parce que l'année prochaine se tiendront les élections provinciales. Alors les réunions, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Je ne sais pas si vous en savez plus que nous. Vous y êtes invité en tout cas du 4 au 9 septembre. Ce sera, la Première ministre vous invite pour des trilatérales, vous invite pour des réunions qui vont porter sur le corps électoral, sur le futur statut, sur le nickel. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Mais non, Elisabeth, nous n'en savons rien. Nous sommes invités à ces discussions sans en savoir plus. Alors, à la décharge de l'État, nous savons bien que nos camarades indépendantistes ne facilitent pas la tâche du gouvernement aujourd'hui, avec l'attitude de refus de discussion en trilatérale. Donc, Mais ils voilà. vont venir à Paris. Nous l'espérons, mais je crois que oui. Et donc nous l'espérons. Aujourd'hui, le temps est venu. Le temps est venu de se retrouver et de se parler. On ne peut pas refuser de parler, c'est pas possible. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, c'est du niveau de la responsabilité de chacun des élus que nous sommes. Donc voilà, nous attendons des trilatérales, nous attendons un calendrier de réforme constitutionnelle, nous attendons de savoir ce qu'il y aura dans cette réforme constitutionnelle, conformément à l'affirmation du président de la République devant l'ensemble des Calédoniens. Nous considérons en tout cas, et là je parle pour le Rassemblement, que les paroles aujourd'hui doivent se transformer en actes. Je vous rappelle, ça fait 20 mois que nous avons vécu le dernier référendum de l'accord de Nouméa. Et vous allez partir dans quelques jours donc pour assister à ces réunions. Absolument. Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.